L'histoire des bandits ne se résume pas à une simple succession de crimes et de vols de grands chemins. Elle raconte en creux l'histoire des frontières, des crises économiques, des injustices fiscales et de la façon dont le pouvoir central a tenté d'asseoir son autorité sur les territoires les plus indomptables. Du bandit d'honneur au redoutable chef de bande, le brigandage a profondément marqué l'imaginaire collectif et l'histoire sociale, particulièrement entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'historien Eric Hobsbawm a théorisé le concept de bandit social. C'est un individu devenu hors la loi non pas pour s'enrichir aux dépens des faibles, mais parce qu'il s'est dressé contre un ordre jugé injuste, comme les seigneurs, les impôts royaux ou les occupants étrangers. Dans les régions rurales ou montagneuses comme le Périgord, les Alpes, la Corse ou la Sardaigne, le bandit bénéficie souvent de la complicité de la population locale. Il est celui qui redistribue une partie de son butin, ou qui défend une communauté face aux abus de l'État. Au XVIIIe siècle français, de grandes figures émergent. Louis Mandrin, véritable héros populaire, mène une guerre ouverte contre la ferme générale, qui est l'impôt royal de l'Ancien Régime. À la tête d'une véritable armée de contrebandiers, il organise des ventes publiques de marchandises à bas prix, notamment du tabac, de la toile et du sel, défiant ouvertement les soldats du roi avant d'être roué vif à Valence en 1755. Louis-Dominique Cartouche, moins rural, règne sur les bas-fonds de Paris. Chef d'une bande ultra-organisée de plusieurs centaines de voleurs et de brigands, il pille les carrosses de la noblesse et de la haute bourgeoisie sous la Régence, devenant un symbole de l'insolence face aux puissants avant son exécution en 1721. Le grand banditisme historique prospère là où l'État peine à projeter sa force publique. Les zones de confins et les reliefs accidentés sont les refuges privilégiés des parias. Sur les grands chemins et dans les forêts, le mode d'action principal reste l'attaque de diligences, de marchands et de voyageurs isolés, à l'image des highwaymen en Angleterre ou des bandes des forêts de Rhénanie. Dans les zones frontalières, c'est la contrebande de marchandises lourdement taxées comme le sel, le tabac et les alcools qui dominent, portée par des réseaux transfrontaliers entre la France, la Savoie et l'Espagne. Enfin, le maquis méditerranéen abrite le banditisme d'honneur, la vendetta, les rançonnages et la vie clandestine, comme chez les bandits corses du XIXe siècle, à l'instar de la famille Bonelli, ou au sein du brigantagio en Italie du Sud. À partir du XIXe siècle, la modernisation des infrastructures avec les routes pavées et l'arrivée du chemin de fer, ainsi que la professionnalisation de la gendarmerie et de la police, rendent la vie de bandits de grands chemins de plus en plus précaire. Les bandes rurales cèdent peu à peu la place au crime organisé urbain. C'est pourtant à cette même époque que la littérature s'empare du mythe. Les écrivains romantiques comme Alexandre Dumas ou Stendhal transforment ces criminels souvent violents en figures tragiques, éprises de liberté et de panache, achevant de faire entrer le bandit dans la légende. Au XIXe siècle, la Corse acquiert justement une réputation fascinante et sombre auprès du public continental. Pour les écrivains romantiques comme Prosper Mérimée, auteur des célèbres Nouvelles Colomba et Matteo Falcone, l'île est la terre du bandit d'honneur, un hors-la-loi tragique guidé par un code moral inflexible. Pourtant, derrière ce mythe littéraire se cache une réalité sociale et économique complexe. Le banditisme corse de cette époque n'est pas une simple affaire de romantisme, mais le symptôme d'une société insulaire en pleine mutation, tiraillée entre ses traditions ancestrales et l'intégration forcée à l'État français. Pour comprendre le bandit d'honneur, il faut d'abord comprendre la vendetta, c'est-à-dire le meurtre de vengeance. Dans la Corse du début du XIXe siècle, l'État central français et ses tribunaux sont souvent perçus comme lointains, étrangers, voire corrompus. La vendetta n'est pas un déchaînement de violence gratuite, mais un système juridique coutumier strict visant à restaurer l'honneur d'une famille, nommée la razza, lorsqu'elle subit un outrage tel qu'une insulte, une contestation de propriété, la séduction d'une fille ou un meurtre. Si l'honneur est touché, la famille doit se venger. Ce devoir de sang pèse lourdement sur les hommes, poussés à l'action par les femmes de la famille à travers les vauceries, qui sont des chants funèbres traditionnels improvisés appelant à la vengeance. Une fois le crime d'honneur accompli, l'auteur n'a d'autre choix que de fuir pour échapper à deux menaces, la gendarmerie française et la contre-vengeance de la famille ennemie. Il prend le maquis, une expression locale qui se dit pilia le maquis, et devient bandit. Contrairement aux brigands de chemin de fer ou de diligence du continent, le bandit d'honneur corse ne commet généralement pas de vol crapuleux pour s'enrichir. Sa survie dépend entièrement d'une symbiose avec la population locale. Grâce au soutien du clan, le bandit est nourri, logé et renseigné par sa famille et ses alliés politiques. Sans cette complicité, il ne pourrait pas survivre plus de quelques semaines dans la rudesse des montagnes. En échange, le bandit se fait arbitre et protecteur, mettant sa force et son fusil au service de sa communauté. Il règle les conflits de voisinage, protège les terres de ses proches et influence même les élections locales en intimidant les agents de l'État ou les électeurs du clan adverse. Pour subsister, certains bandits finissent toutefois par imposer l'impôt du maquis,
Un système de rançon ou de protection exigé des riches propriétaires ou des exploitants forestiers qui sont souvent des continentaux, rendant poreuse la frontière entre la défense de l'honneur et le racket. La nature du banditisme corse évolue radicalement au cours du siècle, sous la pression de la modernisation administrative et économique. Entre 1800 et 1850 se développe le banditisme d'honneur traditionnel, poussé par la vendetta ou le refus de la conscription, qui désigne le service militaire français obligatoire. À cette époque, les bandits respectent un code moral strict. Une des grandes figures de cette période est Théodore Poli, autoproclamé roi du Liamone, qui lève une véritable armée contre l'administration fiscale. Entre 1850 et 1900, le phénomène glisse vers un banditisme politique et crapuleux. Le maquis s'enfonce dans les guerres de clans électoraux et le rançonnage à grande échelle, tandis que les armes modernes comme les fusils à répétition rendent les conflits mais meurtriers. Les frères Bella Coscia, de leur vrai nom Antoine et Jacques Bonelli, règnent alors sur le massif de la Pintica pendant près de 40 ans, défiant toutes les traques. Pendant des décennies, l'armée et la gendarmerie se cassent les dents sur le maquis corse, se heurtant à la loi du silence, la célèbre omerta, et à un terrain hostile. L'État tente des réponses législatives fortes, comme le désarmement de l'île et l'interdiction du port d'armes en 1853, sans succès total. La fin des grands bandits traditionnels se dessine au tournant du XXe siècle. L'ouverture de l'île par les routes et le télégraphe, ainsi que l'émigration massive des jeunes Corses vers l'armée coloniale ou l'administration sur le continent, brise progressivement les structures claniques traditionnelles. Le mythe du bandit d'honneur s'estompe définitivement dans l'entre-deux-guerres, lors des grandes opérations de nettoyage militaire menées par l'armée française en 1931. Pour en revenir au Paris du XVIIIe siècle, sous la régence de Philippe d'Orléans, la capitale subit une crise économique et sociale majeure liée notamment à la faillite du système financier de John Law. C'est dans ce contexte de misère et de spéculation que Cartouche déploie son génie de l'organisation. Loin de la simple bande de voleurs de tire-laine, il bâtit une véritable entreprise criminelle militarisée, forte de près de 2000 membres, qui infiltre toutes les strates de la société parisienne. Le succès et la longévité de la bande de Cartouche reposent sur une discipline de fer et une hiérarchie calquée sur le modèle de l'armée. Cartouche ne se comporte pas comme un simple bandit, mais comme un général en chef. Au sommet se trouve le commandement central. Cartouche dirige la bande avec l'aide de lieutenants de confiance comme Balagny ou l'homme surnommé le Provençal. Il est le seul à connaître l'identité de tous les chefs de section et centralise les décisions stratégiques. À l'échelon inférieur, la bande est divisée en petites cellules spécialisées d'une dizaine d'hommes appelées les brigades, parmi lesquels on trouve les coureurs, les guetteurs ou les casseurs. Chaque brigade a son secteur géographique dans Paris et ses cibles de prédilection. Les recrues doivent prêter un serment d'allégeance absolue. La trahison ou le vol au détriment de la bande sont punis de mort par les bandits eux-mêmes. Pour communiquer sans être compris des espions de la police, la bande utilise un argot spécifique fort complexe. La grande force de Cartouche est d'avoir compris que le crime urbain ne peut prospérer sans un immense réseau de renseignements et de recel. Son réseau d'informateurs s'étend des bas-fonds de la capitale jusqu'aux antichambres des palais nationaux. Il recrute des valets, des servantes de grandes maisons, des cochers et même des soldats des gardes françaises. Ses complices lui indiquent les itinéraires des carrosses transportant de l'or, les habitudes des riches bourgeois ou le contenu des hôtels particuliers. Le réseau de recel est tout aussi crucial, car voler de l'or ou des bijoux ne sert à rien si on ne peut pas les écouler. Cartouche travaille en étroite collaboration avec des marchands de fripes, des orfèvres et des bijoutiers ayant pignon sur rue à Paris. Les objets volés sont immédiatement fondus ou transformés pour effacer toute trace. Enfin, la bande dispose de dizaines d'adresses de repli à travers la ville, constituant des caches et des asiles dans des cabarets borgnes, des tavernes, des caves ou des granges des faubourgs. Certains aubergistes sont gracieusement payés pour fermer les yeux ou fournir des alibis. La bande de Cartouche utilise des modes opératoires marqués par l'audace et la terreur. Elle ne se contente pas de détrousser les passants dans le noir au coin d'une ruelle du quartier du Marais, mais invente des techniques de vol qui stupéfient la lieutenance générale de police. Ces hommes pratiquent le vol à la tire de haute voltige, s'introduisant dans les théâtres, les églises ou les marchés bondés pour couper les bourses de la noblesse avec une agilité déconcertante. Ils réalisent des embuscades de carrosses en plein jour, bloquant dans les rues étroites ou sur les routes menant à Versailles les attelages des riches financiers, s'emparant des coffres en quelques minutes avant de se fondre dans la foule. À l'image du crime organisé moderne, Cartouche met aussi en place un système de chantage et de protection, proposant à certains bourgeois ou marchands d'acheter leur tranquillité contre une taxe régulière. Ce réseau, que l'on croyait inviolable, finit par s'effondrer par la trahison. Le lieutenant général de police harcèle les lieutenants de Cartouche jusqu'à ce que l'un de ses plus proches collaborateurs, un homme nommé Grutu, livre le chef des bandits pour sauver sa propre peau. Arrêté en octobre 1721 dans une taverne de la Basse-Courtille, Cartouche maintient le silence pendant son long procès.
Ce n'est qu'au moment de monter sur l'échafaud de la place de Grève, constatant que ces hommes ne viendront pas le délivrer, qu'il décide de parler. Ces révélations de dernière minute sur le gibet déclenchent une vague d'arrestations sans précédent qui durera des mois, révélant au grand jour la compromission de policiers, de gardes du corps et de membres de la haute domesticité parisienne. Pour éradiquer ce brigandage de grand chemin, l'État français a dû mener une mutation profonde de ses structures. Entre le début du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, la France passe d'un système répressif brutal mais désorganisé à un contrôle policier scientifique et quadrillé du territoire. La fin des grands bandits est le fruit d'une centralisation étatique et d'une modernisation sans précédent des forces de l'ordre. Sous l'Ancien Régime, la sécurité des campagnes et des grands axes repose sur la maréchaussée. Bien que considérée comme la première force de police nationale, elle souffre d'un manque criant d'effectifs avec à peine 3 000 à 4 000 hommes pour couvrir l'ensemble du royaume. Pour compenser cette faiblesse numérique, l'État royal mise sur la terreur et une justice d'exception d'une extrême rapidité via la justice prévôtale. Les brigands, vagabonds et contrebandiers armés ne dépendent pas des tribunaux ordinaires, qui sont les parlements, mais sont jugés par les tribunaux des prévôts des maréchaux. Cette justice est sans appel, expéditive, et les sentences sont exécutées dans les 24 heures. L'objectif est de frapper les esprits par la mise en scène du supplice. Les chefs de bande sont condamnés au supplice de la roue, où les membres sont brisés avant d'être exposés condamnés à l'agonie sur une roue, à la pendaison ou à l'écartèlement. Les corps sont volontairement laissés le long des grands chemins pour dissuader les imitateurs. La Révolution française supprime la maréchaussée en 1791 pour créer la gendarmerie nationale. Mais c'est sous le consulat et l'empire de Napoléon Ier que cette institution devient l'arme absolue. Après les troubles de la Révolution, les campagnes sont infestées de chauffeurs, des brigands qui brûlent les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où est caché leur argent, et de déserteurs armés. L'organisation napoléonienne met en place un quadrillage strict du territoire. La gendarmerie est divisée en brigades de 5 à 6 hommes à cheval ou à pied, implantées directement au cœur des communautés rurales, chaque brigade étant responsable de la surveillance d'un canton par des patrouilles quotidiennes. Pour déloger les bandes organisées dans les zones d'accès difficiles comme les forêts ou les montagnes, Napoléon crée le système des colonnes mobiles. Ces détachements mixtes de gendarmes et de soldats traquent les bandits sans relâche et coupent leur voie de ravitaillement. En parallèle, l'État surveille les flux en généralisant l'usage du passeport intérieur et du livret ouvrier. Tout citoyen voyageant hors de son canton doit posséder un document signé par les autorités, permettant aux gendarmes de repérer immédiatement les vagabonds et les hors-la-loi. Le XIXe siècle voit ensuite l'arrivée de la police mobile et du renseignement. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, l'État comprend que la force brute ne suffit pas. Il faut infiltrer le milieu criminel et comprendre ses codes pour détruire les réseaux de recel urbains qui alimentent les bandits des campagnes. L'essor de la sûreté en 1812, mené par Eugène-François Vidocq, ancien bagnard devenu chef de la police, révolutionne les méthodes. Il recrute d'anciens criminels pour infiltrer les réseaux, développant le renseignement, l'usage des indicateurs et les premiers fichiers de police. C'est aussi la fin des juridictions d'exception. Le Code pénal de 1810 modernise la réponse judiciaire. Les cours d'assises, bien que sévères avec la peine de mort ou les travaux forcés au bagne de l'époque comme Toulon, Rochefort puis plus tard Cayenne, offrent un cadre légal plus stable. Le grand banditisme rwandais ou continental perd son aura de rébellion contre l'injustice pour devenir de la criminalité de droit commun. Vers 1850, le brigandage de grand chemin s'éteint presque totalement en France continentale grâce à une gendarmerie omniprésente assurant un contrôle permanent, à l'arrivée du chemin de fer sécurisant les transports de fonds et aux peines de relégation au bagne isolant définitivement les récidivistes. Pour comprendre la genèse de cette maîtrise, il faut analyser comment était organisée la lieutenance générale de police de Paris au XVIIIe siècle. Créée en 1667 par Louis XIV pour arracher la capitale au chaos de la Cour des miracles, elle devient la machine administrative la plus perfectionnée d'Europe. Face aux bandes organisées, les lieutenants généraux comme Marc-René d'Argenson, René Hérault ou Antoine de Sartine ont inventé les structures modernes du renseignement. Le lieutenant général de police concentrait entre ses mains des pouvoirs immenses, gérant à la fois la sécurité, la salubrité, le ravitaillement de la ville et la justice criminelle pointue. Pour quadriller Paris, il s'appuyait sur une structure centralisée. D'un côté, les 48 commissaires au Châtelet, répartis dans les différents quartiers, servaient de magistrats de proximité. Ils recevaient les plaintes, interrogeaient les suspects arrêtés en flagrant délit et dressaient les procès-verbaux. De l'autre, les inspecteurs de police formaient la véritable branche d'investigation. Souvent spécialisés comme inspecteurs des garnis, de la prostitution ou de la sûreté, ils arpentaient le terrain, géraient les réseaux d'informateurs et traquaient directement les grands criminels. Pour les forces de frappe sur le terrain, la lieutenance disposait du guet royal, rebaptisé plus tard garde de Paris,
une force militarisée de cavaliers et d'infanterie qui patrouillait la nuit, ainsi que des exempts et des archers. Les exempts étaient des officiers de police en civil ou en uniforme léger, chargés de mener les arrestations délicates au petit matin, appuyés par des archers pour contenir la foule des faubourgs souvent hostiles. Sous l'administration d'Antoine de Sartine entre 1759 et 1774, cette police entre dans l'ère de la modernité scientifique. Travailleur infatigable doté d'une collection de centaines de perruques, Sartine modernise d'abord les infrastructures. Il généralise l'usage des lanternes à réverbères, qui sont des lampes à huile équipées de miroirs paraboliques en cuivre argenté, pour chasser les bandits des ruelles obscures. Il réorganise également l'enlèvement des boues et fait numéroter les maisons. Une ville ordonnée permet à ses agents de repérer immédiatement toute anomalie. Mais Sartine érige surtout l'espionnage civil au rang de science via le système des mouches, le nom donné aux indicateurs de l'époque. Il institutionnalise l'infiltration permanente en recrutant partout, notamment parmi les cochers, les valets, les prostituées, les marchands, et même parmi les nobles ruinés ou les ecclésiastiques, infiltrant la pègre à tous les niveaux. Pour traiter cette masse d'informations, il invente le fichier centralisé composé de fiches individuelles d'une précision diabolique, mentionnant les descriptions physiques, les vices, les maîtresses, les doutes, les dettes et les complices de chaque suspect. Il impose également aux aubergistes de tenir un registre quotidien des clients dégarnis et collabore avec le cabinet noir du roi pour intercepter et recopier les correspondances privées. Sartine projette ce réseau d'espionnage à l'échelle mondiale, conscient que le grand banditisme, la fausse monnaie et la subversion politique par les pamphlets contre le roi ignorent les frontières. Pour traquant les pamphlétaires à l'étranger, par exemple à Londres, Amsterdam ou Genève, il envoie ses inspecteurs en mission secrète pour acheter les stocks de livres avant leur diffusion, infiltrer les imprimeries clandestines ou enlever directement les auteurs. Il utilise le réseau diplomatique des ambassades et consulats comme couverture pour surveiller les ports européens, les mouvements de fonds des comploteurs et les réseaux de contrebande internationaux. L'efficacité de ces réseaux mondiaux est telle qu'en 1774, Louis XVI nomme Sartine ministre de la Marine. Il utilisera alors ses compétences de policier et ses espions pour rebâtir la flotte française en secret et espionner l'Angleterre, jouant un rôle décisif dans le soutien logistique et militaire de la France lors de la guerre d'indépendance américaine. On raconte qu'un jour, un ministre d'une grande puissance européenne vint se plaindre qu'un célèbre voleur international s'était réfugié à Paris. Sartine ouvrit ses cartons, sourit et lui répondit que l'homme n'était pas à Paris, mais bien dans sa propre capitale, donnant son adresse exacte et précisant qu'il avait déjeuné ce matin avec son propre secrétaire. Lorsqu'une bande de bandits s'avérait trop influente ou que les preuves juridiques manquaient, le lieutenant général de police avait recours à l'arme politique absolue, la lettre de cachet. Signée directement par le roi, elle permettait d'incarcérer un individu pour une durée indéterminée sans le moindre procès, brisant ainsi les réseaux de recel ou isolant les complices les plus dangereux à la Bastille ou à la prison de Bicêtre. Pour les cas ordinaires ou lorsque l'instruction suivait son cours, les criminels faisaient face au redoutable Grand Châtelet de Paris, une forteresse médiévale située sur la rive droite de la Seine qui était à la fois tribunal, prison et morgue. Sous l'autorité du prévôt de Paris et de ses lieutenants criminels, la chambre criminelle du Châtelet instruisait à charge les dossiers des bandes organisées. Les sentences prononcées allaient du bannissement à la flétrissure, c'est-à-dire le marquage au fer rouge de la lettre V pour voleur ou gale pour les galères, jusqu'à la peine de mort sous ses formes les plus cruelles. Les prisons du Châtelet étaient célèbres pour leur insalubrité. Les prisonniers sans ressources étaient jetés dans les cachots du sous-sol, comme la fosse ou la souricière, où l'on s'entassait dans le noir total, l'eau de la Seine s'infiltrant parfois jusqu'aux genoux des détenus. Dans le système juridique de l'Ancien Régime, la reine des preuves était l'aveu. La procédure étant purement écrite et secrète, les juges du Châtelet utilisaient légalement la torture, appelée la question, pour arracher cet aveu ou obtenir les noms des complices. Ces séances se déroulaient dans la chambre de la question, en présence du lieutenant criminel, de 2 juges, d'un greffier et du bourreau de Paris, l'exécuteur des hautes œuvres. On distinguait 2 types de torture. La question préparatoire était administrée pendant l'instruction lorsque le prévenu était presque sûrement coupable mais refusait d'avouer. La question préalable était infligée au condamné à mort juste avant son exécution dans le but unique d'obtenir les noms des complices et les détails des réseaux de recel ou de brigandage. C'est cette torture préalable qui a permis de démanteler entièrement le reste de la bande de Cartouche après sa propre condamnation. Le Châtelet utilise principalement 2 méthodes de torture légalement encadrées, conçues pour infliger une douleur maximale sans provoquer immédiatement la mort. Lors de la question de l'eau, le prisonnier était allongé et attaché sur une table basse, la tête plus basse que les pieds. On lui introduisait un entonnoir en cuir dans la bouche et on lui faisait ingurgiter de force de grandes quantités d'eau, à savoir 4 pintes pour la question ordinaire et 8 pintes pour la question extraordinaire, ce qui représente entre 4 et 8 litres. Le ventre gonflait de manière atroce, provoquant une sensation d'étouffement et d'éclatement intérieur insupportable. Lors de la question des brodequins,
privilégié pour les bandits endurcis, on plaçait les jambes du prisonnier entre 4 planches de bois solide, fortement liées par des cordes. Le bourreau enfonçait ensuite des coins en bois à coups de masse entre les planches centrales, comptant 4 coins pour l'ordinaire et jusqu'à 8 pour l'extraordinaire. Les os des jambes et les articulations des genoux et des chevilles étaient littéralement broyés sous la pression. Après avoir subi les brodequins, la plupart des condamnés ne pouvaient plus marcher et devaient être portés dans une charrette jusqu'à l'échafaud. La barbarie de ces méthodes, de moins en moins tolérée par les philosophes des Lumières comme Voltaire ou César Beccaria, pousse le roi Louis XVI à réformer la justice à la fin du XVIIIe siècle. En 1780, la question préparatoire est officiellement abolie, puis en 1788, la question préalable est supprimée à son tour. La Révolution française achèvera ces transformations en rasant définitivement la forteresse du Grand Châtelet au début du XIXe siècle, entre 1802 et 1810, effaçant ainsi du paysage parisien ce monument qui fut pendant des siècles le symbole d'une justice royale aussi implacable que terrifiante.